3% de croissance en un trimestre, c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans. C'est une performance qui est exceptionnelle et c'est une performance qui va nous permettre de retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant-crise. Nous avions prévu de le retrouver au plus tôt fin 2021, peut-être début 2022. Nous allons retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant-crise. Ça veut dire que la France est dans la bonne direction. Elle se redresse vite et elle se redresse fort. Voilà. Et ça, c'est à mettre à votre crédit ? C'est à mettre au crédit, effectivement, de la stratégie pendant la crise de soutien de l'économie, du quoi qu'il en coûte, comme l'a rappelé Bruno Le Maire. Retrouver les chiffres d'avant la crise, notamment sur la baisse du chômage, ça veut dire que cette majorité, in fine, a baissé 2 fois le chômage. Avant la crise, nous l'avions fait baisser par un certain nombre de mesures de soutien, notamment en faveur des entreprises, puisque c'est quand même elles qui sont créatrices d'emplois et qu'il faut soutenir. Et les entreprises et les entrepreneurs nous le disent tous les jours sur le terrain. Donc effectivement, c'est tout à fait intéressant et favorable. Intéressant aussi d'arriver finalement à ces chiffres avant ce qui était prévu, c'est-à-dire de 1 ou 2 mois en avance par rapport à ça. C'est toujours bien. Maintenant, il faut trouver et former les personnes dans les secteurs clés, où il y a encore, pour le moment, de l'attente et des problèmes de recrutement. Donc il y a toute une stratégie de formation à mettre en place avec Elisabeth Borne, ministre du Travail et de la Formation sur ces sujets. Donc il y a tout un travail que nous poursuivons dans les mois qui viennent, au Parlement et évidemment au gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ah mais on plane totalement là. Franchement, on plane. Enfin, je veux dire, c'est tellement hors sol par rapport à ce que peuvent vivre les gens que... Enfin, imaginez que vous êtes censé gagner 10 euros par jour, d'accord ? Imaginez que la France gagne 10 euros par jour. Bon, alors, ce matin, on se lève, on a 10 euros en poche. Bon. Le lendemain, c'est la crise, le Covid, etc. On est à moins 10, on a perdu 20 euros. On va dire ça parce qu'on a perdu du PIB, on a perdu de la richesse nationale pendant la crise. Et dans 2 jours, on se réveille et on a 0 euros sur le compte, ou même 10 euros. On a perdu ou on a gagné ? On a perdu du temps. On a perdu du temps de production. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est juste dans un rattrapage de ce qui était avant. Mais quand on essaye de rattraper ce qui s'est passé avant, on a perdu entre-temps. Et là, on est en train d'assister à une opération mais de propagande. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas d'autres mots de la part du gouvernement. Vous ne pouvez pas contester les chiffres. Mais les chiffres, je les du conteste. chômage, les chiffres de baisse, regardez les chiffres d'augmentation des emplois. Non, mais je veux dire, il faut être dans la réalité et dans la rationalité. Vous dites, nous planons, vous dites le on, c'est qui le Je les conteste. C'est quoi la rationalité pour vous de ces chiffres? Là, vous êtes sur des chiffres. Donc, je les conteste formellement. Je vous regarde droit dans les yeux en vous le disant. Les chiffres de Pôle emploi, là, on a mis que les catégories droit dans les yeux et dire cela, ça n'en fait pas pour autant une vérité, monsieur Guiraud. Ça n'en fait pas une vérité. Vous regardez les chiffres du chômage. Là, on a mis que les catégories A. Si vous mettez toutes les catégories, il y a plus de chômeurs qu'avant. Par ailleurs, il y a des chômeurs qui ont été radiés des listes. Avec votre réforme de l'assurance chômage, vous allez écarter des listes et décomptage les gens. Et en plus, sur les créations de postes ou autres, le pays est en train de connaître 1000 plans de licenciement. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont perdu leur boulot. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 100 000 micro-entreprises qui ont été créées en plus cette année que l'année dernière. Mais madame, les micro-entrepreneurs, c'est 400 euros par mois. Les gens sont tellement dans la galère qu'en vérité, ils doivent faire Uber, ils doivent faire livreur, ils doivent faire des petits boulots qui comptent comme une création d'entreprise sur les stats. Ça fait très bien. Hein. Mais par contre, dans la vie des gens, c'est juste qu'ils sont tellement en galère qu'ils doivent cumuler de boulots. Jean-Paul Garot, répondez aussi à à ce sujet. La représentante de la République En Marche est hors sol. Modem. Enfin, moi, j'avoue que je suis stupéfait. Stupéfait. Effectivement, d'entendre un tel discours. Je ne sais pas, mais enfin, est-ce que vous vous promenez dans la rue? Est-ce que vous rencontrez des gens? Oui, est-ce que vous allez tous les jours, monsieur Garot, peut-être plus que vous-même. Est-ce que vous mettez du fioul dans votre cuve de chauffage? Est-ce que vous avez bien compris qu'il y a quand même 10 millions de pauvres dans ce pays, qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs, que vous arrivez en bout de mandat et que vous dites aux Français, nous continuons de travailler à l'Assemblée nationale, nous allons effectivement continuer de travailler au gouvernement et vous verrez, ça ira mieux demain. Non mais écoutez, arrêtez. Ou alors vous nous dites, comme d'autres, mais c'est simplement un ressenti. Les Français, ils ressentent cela, mais en réalité, ils se trompent. Tout va mieux.
Enfin, soyez sérieux, tous les chiffres le montrent. Et c'est pas en nous sortant sur une catégorie particulière de chômeurs où la situation semble un petit peu s'améliorer, mais il est vrai, s'améliorer par rapport à quoi? Pas par rapport à une situation d'il y a 4 ou 5 ans, non, par rapport à une situation en plein Covid, où effectivement on avait de très gros problèmes et ce n'est pas terminé. Donc non, maintenant il faut être sérieux, quoi. Les Français n'en peuvent plus. Moi, je vois à nouveau fleurir quelques gilets jaunes par-ci par-là. Le pays est sous tension. Vraiment sous tension pour ce domaine économique, mais pas uniquement sécuritaire et autres. Nous sommes dans des situations très difficiles. Alors, il faut arrêter de nous raconter des histoires, très honnêtement. C'est quand même bon. Enfin, après, on peut contester les chiffres, on peut contester les indicateurs, on peut tout contester. Mais Laurent Neumann. Oui, un président en exercice qui aspire à sa réélection, c'est plutôt bien d'avoir des chiffres du chômage qui baissent, la croissance exponentielle, c'est très très bien. Je vois quand même 2 bémols politiques majeurs. Le premier, c'est que cette croissance, elle s'accompagne d'une forte inflation. Donc, derrière cette croissance, il y a un débat sur les salaires, il y a un débat sur les prix. On l'a vu à propos des prix du pétrole et de l'énergie. Et ce débat-là, il va continuer à monter pendant la campagne présidentielle. Et j'y vois un deuxième bémol. Vous savez très bien, c'est pas nouveau, que c'est en période de croissance que la demande sociale est la plus forte. On appelle ça les fruits de la croissance. Qui en bénéficie? Et donc, plus on va annoncer des bons chiffres, plus la demande va être forte. Elle va être forte dans les entreprises pour des augmentations de salaire, mais elle va être forte aussi vis-à-vis de l'État. Donc, tout ça, attention, ça peut être formidable sur le papier, ça peut être dangereux sur le plan politique. Et je rappelle quand même que depuis le début de la campagne, le sujet qui s'était jusqu'ici plutôt imposé avec l'émergence d'Éric Zemmour, bien sûr, c'était l'immigration. L'immigration, une chance pour la France. Il y a une enquête assez intéressante qui vient d'être publiée de l'OCDE, qui essaye de tordre le cou à certaines idées reçues. On va en parler tout de suite avec Benjamin Dubois et ensuite avec vous, bien sûr, nos invités. C'est l'impact budgétaire des migrations internationales. Benjamin, d'abord, l'année 2020, il faut quand même le dire, a été une année de baisse record de l'immigration. Et oui, Bruce, parce que la crise du Covid-19 a entraîné la plus forte baisse jamais enregistrée des flux d'immigration dans les pays de l'OCDE de plus de 30% selon les auteurs de cette étude. En 2020, 3,7 millions de personnes ont rejoint 25 des pays membres de l'OCDE, soit le plus bas niveau enregistré pour l'immigration depuis 2003. Parmi les 5 principaux pays de destination de l'OCDE, la France, elle, a enregistré la baisse la moins marquée, moins 21%, avec 230 000 nouveaux immigrés en 2020, selon l'OCDE. Le rapport nous apprend aussi que, contrairement donc aux idées reçues, l'immigration peut rapporter plus qu'elle ne coûte. Oui, selon l'OCDE, en faisant le ratio entre les contributions versées par les immigrés et les dépenses publiques de l'État, ce coût est à l'équilibre, voire est positif jusqu'à la prise en compte des dépenses militaires et de la dette publique. Dans tous les pays, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation, écrit l'OCDE dans ce rapport. En France, la contribution budgétaire nette des personnes nées à l'étranger est de 1,02% du PIB, donc légèrement excédentaire contre une moyenne de 1,56% sur l'ensemble des pays. L'OCDE s'est par ailleurs penché sur la concentration de population étrangère dans de mêmes zones géographiques. Oui, selon le rapport, la concentration d'une population étrangère dans les mêmes quartiers peut s'avérer bénéfique dans un premier temps, mais devient à long terme un frein à l'intégration pour plusieurs générations. À plus longue échéance, la concentration des immigrés tend à freiner leur acquisition de la langue du pays d'accueil et souvent les progrès scolaires de leurs enfants. Peut-on lire dans cette étude l'OCDE qui rappelle que plusieurs pays ont tenté une stratégie de dispersion sur leur territoire des nouveaux arrivants sans grand résultat à ce stade. Intéressant, non? Comment est-ce que vous analysez ces... David Guiraud? Ça fait longtemps qu'on le dit, hein. C'est-à-dire que les immigrés, comme tout le monde, en vérité, ils travaillent, ils bossent, ils font des cotisations sociales, et que la vérité, c'est qu'on devrait plutôt se demander comment on fait en sorte qu'ils soient pas exploités, par exemple, quand ils travaillent au noir, parce que du coup, quand ils travaillent au noir, quand ils sont pas régularisés, les travailleurs qu'on appelle les travailleurs sans papier, ils peuvent pas apporter de cotisation sociale. Donc le but, c'est de régulariser tous les travailleurs sans papier. Par exemple, c'est pas d'avoir des polémiques racistes en permanence pour nous expliquer que le problème du pays, c'est l'immigration. Et ce que font les gens en général, et le problème, c'est que ça a contaminé tout l'espace politique, quoi. C'est qu'ils nous expliquent que, vu qu'ils ont aucune solution pour améliorer la vie des Français concrètement, ils vont prendre aux étrangers. Mais là, il y a toutes les études qui sont en train de montrer qu'il n'y a rien à prendre aux étrangers. Que si on leur prend, ça va juste coûter plus cher aux gens. Voilà. Donc il y a un moment, il faut juste qu'on arrive à parler en propre de si vous voulez faire des choses pour les Français,
sous-entendu les Français blancs, eh ben, mettez un programme social sur la table et on en parle. Nous, on est pour le SMIC à 1400 € avec Jean-Luc Mélenchon, on est pour l'augmentation des salaires, on est pour l'augmentation des minima sociaux pour que personne soit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, on peut le faire ensemble. Ensemble. Moi, je fais pas de la politique pour faire de la gestion. Je dis juste, je finis sur ça. On peut le faire ensemble. C'est-à-dire que si, par exemple, on régularise tous les travailleurs sans papier, on ira tous mieux. Tous. Donc, il y en a marre de ces polémiques racistes. Effectivement, il y a des choses à faire. Et sur la concentration en milieu urbain, c'est pas de la faute des pauvres, hein. Le mètre carré, c'est ça qui décide d'où se mettent les gens. Hein.